Alors, notre session de cet après-midi est dédiée au territoire comme mode d'action. Nous allons évoquer avec vous comment le CGET pèse sur les différents niveaux institutionnels et sur les acteurs pour territorialiser les politiques publiques, en illustrant bien évidemment au travers de la santé et de l'offre de soins, mais pas seulement. Puisque l'objectif général de notre structure, c'est la lutte contre les inégalités territoriales au travers d'une approche multisectorielle et territoriale. Nous allons donc un petit peu ouvrir les champs. Alors, les autres interventions de la session ayant justement pour objet de traiter concrètement et spécifiquement des dispositifs de lutte contre les inégalités territoriales de santé, nous vous proposons une intervention à 2 voix qui sera un peu plus cadrante, un peu plus organisationnelle, afin de vous donner quelques clés et connaissances quant aux outils et dynamiques existants dans le champ de la lutte contre les inégalités territoriales. Alors moi, je suis Maud Gerbert, je suis chargée de mission santé, sport et cohésion sociale dans un pôle qui est dédié à l'égalité d'accès aux services publics et au public. Et moi, je suis Marie Lebaille, chargée de mission santé et affaires sociales au sein de la direction de la ville et de la cohésion urbaine. Alors, nous allons donc vous présenter comment le territoire constitue le point d'entrée dans le travail de lutte contre les inégalités territoriales que mène le CGET. Donc, nous évoquerons ensuite les outils qui sont à disposition des acteurs locaux et des collectivités territoriales pour leur permettre d'analyser des situations, de dresser des bilans et de prendre ensuite des mesures visant à rétablir l'égalité territoriale. Et pour finir, nous vous présenterons 2 exemples d'actions menées auprès des populations concernées. Donc plus concrètement, c'est un décret du 31 mars 2014 qui est venu créer le Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, qui est rattaché au Premier ministre et qui regroupe l'ancienne délégation à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, la DATAR, le secrétariat général du Comité interministériel des villes, le SGCIV, et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'ACSE. Donc, la politique de lutte contre les inégalités territoriales relève d'un triple enjeu, donc, à savoir la territorialisation des politiques publiques, la mobilisation des partenaires en accompagnant les acteurs locaux, et le tout pour sortir les habitants des écarts les plus sensibles. Donc, le territoire est un point d'entrée qui va permettre de placer l'habitant au cœur de la politique qui est menée. Donc, la spécificité des territoires, qu'ils soient ruraux, urbains ou fragiles, est prise en compte pour mener un travail spécifique qui va leur permettre de se développer au bénéfice de leurs habitants. Alors, dans cette première partie, nous allons vous montrer comment le CGET intervient donc via son expérience et son action en aménagement du territoire à un niveau central, interministériel, dans un objectif de renforcement des capacités de ces territoires et par la mobilisation des politiques publiques à leur profit. L'accès des populations aux services et équipements de proximité, incluant l'offre de soins, étant un élément majeur de l'attractivité du territoire. Ainsi, nous nous attachons autant à travailler sur l'offre de soins que sur d'autres secteurs via d'autres leviers. Pour illustrer l'intérêt de cette approche globale et multisectorielle sur l'offre de soins, intéressons-nous à la question de l'installation des jeunes médecins. Nous savons que pour qu'un territoire soit attractif pour les populations, il faut qu'il y ait des médecins. Et pour qu'un médecin s'installe sur un territoire, il faut que celui-ci soit attractif. C'est-à-dire, bien sûr, qu'il y ait une patientèle suffisante, mais pas seulement. Il faut aussi qu'il y ait des possibilités d'emploi pour son conjoint, des possibilités de garde d'enfants, d'écoles, que les commerces et des services soient accessibles, ainsi que des équipements de proximité tels que des équipements sportifs, culturels. Les études montrent, et vous le savez, que les jeunes médecins généralistes, hommes et femmes, recherchent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, que c'est déterminant dans leur choix d'installation. Cet exemple illustre l'intérêt et la nécessité d'agir globalement sur certains territoires, notamment les territoires ruraux, au travers de mesures donc spécifiques dédiées à l'offre de soins et à la santé, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'agir globalement. Alors, le gouvernement a fait de cette entrée territoriale un sujet au cœur de ses préoccupations. Et le Premier ministre a organisé cette année 4 comités interministériels, autant de mesures destinées à garantir à tous l'égalité d'accès aux services et à renforcer les capacités de développement des territoires. Ont eu lieu donc 2 comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté, plutôt dédiés aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, les quartiers populaires, et 2 autres comités interministériels aux ruralités.
Donc, ce sont des mesures telles que des mesures pour améliorer l'accès au numérique dans les territoires, en réduisant les zones blanches ou de téléphonie mobile, en réduisant par exemple les zones blanches 2G, 3G, en améliorant l'accès de l'ensemble des départements au très haut débit ou en accompagnant les usages du numérique au cœur des quartiers prioritaires. Ce sont aussi, par exemple, des mesures visant à améliorer les mobilités, comme en assurant, par exemple, les conditions de maintien des petites stations-service indépendantes. Bien sûr, ce sont des mesures santé. Les mesures santé des comités interministériels aux ruralités s'appuient sur le pacte territoire santé 1 et ils sont en lien aussi avec le pacte territoire santé 2. Elles sont principalement destinées à développer l'offre de soins et à lutter contre la désertification médicale. Je ne pense pas tous vous les détailler puisque ce sont les mesures du pacte territoire santé que je pense vous connaissez. Par contre, il nous semble plus intéressant de vous développer des mesures destinées aux quartiers prioritaires de la politique de la ville prévues par le comité interministériel. Alors effectivement, dans les quartiers prioritaires, un tiers des habitants se considèrent en mauvaise santé. Donc on y retrouve des phénomènes d'obésité, par exemple, de façon plus fréquente, et un tiers des femmes déclarent souffrir de maladies chroniques. Alors même que les conditions de vie de ces habitants sont plus difficiles et génèrent des problèmes de santé plus nombreux, les habitants de ces quartiers souffrent également d'un déficit en matière d'équipement de santé en comparaison de ce qui est proposé dans leurs agglomérations. La densité des professionnels de santé par habitant y est également 2 fois moins importante qu'ailleurs, en particulier pour les médecins spécialistes et pour les infirmiers. Donc c'est logiquement qu'un volet se soigner dédié à la santé a été inscrit au comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté. Donc l'objectif annoncé ici était de répondre aux besoins d'accès aux services de santé de premier recours dans chaque quartier de la politique de la ville et de développer une politique de prévention plus ambitieuse, notamment à destination des jeunes et des publics en fragilité psychologique. Donc il y a plusieurs mesures dans ce volet, des mesures et des sous-mesures. Donc là, moi, je vais plus spécifiquement vous exposer une mesure qui vise à soutenir la création et le développement des structures de soins de premier recours. Donc, dans le cadre de cette mesure, la Caisse des dépôts et des consignations a été mobilisée pour participer au co-investissement immobilier de projets de centres et maisons de santé à destination des quartiers de la politique de la ville. Donc, le croisement de la liste des centres de santé existants sur l'ensemble du territoire avec la cartographie de la politique de la ville a permis au CGET d'identifier les zones dans lesquelles l'offre de soins de premier recours ne semblait pas présente. Mais on ne s'est pas arrêté là. L'ARS, avec le soutien de l'ARS et sur la base de la cartographie des territoires fragiles en matière d'accès à l'offre de soins, une sélection des projets en cours a été, sur la base de ces quartiers déficitaires, est actuellement en cours de façon à procéder à des premiers financements au cours du premier semestre 2016. Donc pour revenir sur d'autres mesures un peu plus cadrantes, il faut savoir que dans les quartiers de la politique de la ville, c'est la convention triennale d'objectifs pour les quartiers populaires du 19 avril 2013 qui est venue poser les bases du renforcement de l'accès aux soins dans ces territoires, en facilitant l'installation de jeunes médecins notamment et en soutenant l'exercice en équipe pluriprofessionnelle. Par la suite, en 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a mis en place le contrat de ville qui a pour objet la mobilisation de l'ensemble des politiques publiques, d'éducation, d'emploi, de sécurité, transport et de santé afin de rétablir l'égalité dans les quartiers. Donc, actuellement, ce sont 1300 quartiers qui sont concernés dans 700 communes. Et au 19 novembre, nous avions 438 contrats signés. Donc, nous allons maintenant vous présenter les outils que l'État met à disposition des acteurs locaux et des collectivités pour mettre en œuvre ces politiques. Donc, le premier des outils, comme je vous le disais, il a été mis en place en 2014, ce sont les contrats de ville. Ils succèdent aux contrats urbains de cohésion sociale, les CUCS,
et ils sont conclus pour la période 2015-2020. C'est une démarche intégrée qui doit tenir compte à la fois des enjeux de développement économique, de développement urbain et de cohésion sociale, au nombre desquels figure la santé. Donc, ce qui est important dans les contrats de ville, c'est le rôle joué par l'ARS. En effet, un représentant local de l'ARS est désigné pour participer à l'élaboration et au suivi de ces contrats. Ils vont conduire à un diagnostic local de santé partagé avec l'ensemble des acteurs de santé, qu'ils soient institutionnels, associatifs, mais également les habitants des quartiers concernés. Et c'est ce diagnostic mené par l'ARS qui permettra de guider les choix des objectifs et des actions prioritaires à inscrire au contrat. Mais je vais pas développer plus sur le contrat de ville dans la mesure où, un peu plus tard, Luc Ginot de l'ARS Île-de-France interviendra pour vous présenter plus en détail les différents processus de contractualisation qui existent. Alors, rapidement, autres exemples d'outils pilotés par le CGET et mis à disposition des départements ou des régions pour territorialiser les politiques publiques. Alors, il s'agit tout d'abord des schémas d'amélioration d'accessibilité des services au public, que vous connaissez peut-être. Pour en comprendre la dynamique, ces schémas ont été introduits par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Il s'agit donc, sur la base d'un diagnostic partagé des enjeux et des priorités en matière de services sur le territoire départemental, de mettre en synergie et surtout de trouver des mutualisations possibles pour répondre aux déficits d'accessibilité aux services. In fine, il s'agira de mettre en œuvre et d'élaborer un plan d'action à 6 ans d'ici le 31 décembre 2017. Les expérimentations préalables, les diagnostics et les schémas qui sont en cours d'élaboration montrent que la question de l'accès aux services de santé apparaît comme prioritaire. Autre exemple, les contrats de plan État-région qui visent, eux, à relancer l'investissement dans les territoires au travers de la mobilisation de crédits interministériels. L'accès aux soins y est présent au travers des volets territoriaux qui sont rendus obligatoires pour cette mouture 2015-2020. Et là, il s'agit de soutenir financièrement un soutien aux structures telles que les maisons de santé ou les pôles de santé, ou bien un soutien aux usages du numérique tels que la e-santé ou la télémédecine. Alors, outre ces outils de contractualisation, ces schémas, nous souhaitons vous présenter succinctement des outils d'observation qui sont en ligne sur le site, sur les sites dédiés et avec un accès aussi via notre site internet. Alors, il s'agit tout d'abord de l'Observatoire national de la politique de la ville, ex-ONZUS, Observatoire national des zones urbaines sensibles, et de l'Observatoire des territoires. Alors, ici, vous voyez une carte extraite du rapport de l'Observatoire des territoires 2014, qui est lui-même accessible en ligne. Donc, cette carte présente le temps d'accès par bassin de vie à la gamme intermédiaire de services, qui est une gamme définie par l'INSEE autour de services généraux. Il y a 34 équipements qui, pour vous donner un exemple, sont un service de police-gendarmerie, un supermarché, une station-service, collège, pour la santé des sages-femmes, des laboratoires d'analyse médicale, des équipements pour personnes âgées, en hébergement, de soins à domicile, mais aussi une gare et un bassin de natation. Donc, le temps de trajet moyen pondéré à la population pour atteindre un panier de 29 équipements de cette gamme intermédiaire est de 13 minutes en France métropolitaine. Pour près de 70% des bassins de vie, cette durée est inférieure à 20 minutes. Cependant, et on le voit sur la carte, des temps d'accès moyens au bassin de vie à cette gamme de services sont élevés à plus de 25 minutes, en rouge sur la carte, selon une diagonale assez classique, allant de l'Ariège aux Ardennes. Alors, bien sûr, les territoires montagneux sont assez mal desservis, pourtant cela est à nuancer par les Alpes du Nord, qui par contre, elles, ont un temps d'accès inférieur à 15 minutes, voire à 10 minutes. Bon, voilà, c'est un exemple. D'autres éléments sont disponibles et accessibles en ligne, par exemple les temps d'accès aux soins de proximité. Et enfin, on peut dresser des portraits de territoire grâce à ces sites. Donc, comme vous l'avez vu, ce sont des outils plus ou moins macro qui ont pour finalité de mobiliser les politiques publiques à destination des habitants. Mais nous ne restons pas à un niveau central ou déconcentré, mais le CGET mène également des actions plus directes. Donc, la première de ces actions, c'est le soutien national aux actions menées dans les quartiers. Donc, en santé, en 2015,
En santé, en 2015, ce sont 14 500 000 € qui ont été dédiés au soutien national au réseau associatif présent sur le territoire, donc que ce soit pour des actions d'éducation à la santé, de prévention ou d'accès aux soins. Donc, plus en détail, ce sont 140 000 € qui ont été... 2 millions 140, je trouvais que c'était pas beaucoup, 2 140 000 € qui ont été dédiés uniquement à l'accès aux droits et aux soins à la santé. Et les autres actions financées concernaient celles menées dans le cadre des ateliers santé-ville, des actions également d'éducation et de prévention à la santé, d'éducation à la sexualité, de prévention des risques, de prévention de la toxicomanie et des conduites addictives. Et ces actions devraient bénéficier à au moins 3 765 000 usagers. Enfin, en dernier lieu, moi j'ai choisi de vous présenter les maisons de services au public, ex-relais de service public, que vous connaissez peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison de service au public? C'est un lieu, une maison, une structure de services mutualisés portées par les communes ou communautés de communes. Alors, que font-elles? Elles délivrent un service de premier niveau au nom des opérateurs nationaux engagés localement. Alors, il y a 7 opérateurs nationaux, vous en voyez 4 ici, la MSA, la CNAMTS, la CNAV, la CNAV. Il y a aussi la Poste, Pôle emploi, GRDF. Alors, ces structures sont assez souples. Pour être créées, il faut au moins deux opérateurs du champ social qui soient engagés localement, mais tous ne sont pas dans toutes les maisons de services au public. De plus, d'autres opérateurs locaux ou acteurs locaux peuvent être engagés localement. Alors, où sont-elles, ces maisons de services au public? Il y en a 364 en France, plutôt dans d'ailleurs, majoritairement dans des communes rurales, puisque c'était l'initial objectif de la politique. Mais aujourd'hui, il y a un objectif d'en déployer 1000 d'ici le 31 décembre 2016 et d'étendre à tous les territoires. Alors, en santé, une récente enquête indique que 50% des usagers viennent pour une demande en matière de santé. Alors, bien sûr, beaucoup pour un accès aux droits, puisqu'on voit aussi que 251 des maisons de services au public sont partenaires d'une CPAM, mais pas seulement. Ces structures sont très diverses, je vous le disais. Il y a aussi localement, on peut trouver par exemple des centres de soins infirmiers engagés dans les maisons de services au public, des permanences PMI, des permanences de médecine du travail et voire même des cabinets libéraux accueillis dans ces maisons de services au public. Alors ces pistes de collaboration et d'offres de services mutualisés sont particulièrement intéressantes et à investiguer dans l'avenir, notamment pour certains territoires et les territoires ruraux, et pas uniquement d'ailleurs. Voilà, merci pour votre attention. On vous a mis là les sites, notamment des observatoires et aussi du commissariat général, pour que vous puissiez vous y rendre et voir ce qu'il en est. Merci beaucoup. Ça m'énerve.